Bonjour et bienvenue sur le webinaire de présentation du programme Aichi Tour for French Startup. Donc un programme qui est organisé par la préfecture que va nous présenter Louis Anguillaumin qui est présent aujourd'hui. On aura également un petit point sur la propriété intellectuelle avec Julie Hervé de l'INPI. Donc, on va dérouler le webinaire dans son intégralité pendant à peu près 50 minutes. Vous pourrez poser vos questions à la fin. N'hésitez pas à interagir avec nos intervenants. Et je vais pouvoir du coup passer la parole à Lucina pour une introduction et un rappel sur le contexte. Très bien, bonjour à tout le monde. Je suis Lucina Gravier, responsable du service des partenariats internationaux à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon service s'occupe de plusieurs coopérations dans le monde avec les pays économiquement très développés, dont le Japon. Depuis le mois de mai 2022, nous avons un accord de partenariat, un MOU avec la préfecture d'Aichi, un accord qui concerne surtout le volet économique. Nous avons également un peu d'enseignement supérieur, recherche, innovation, technologie, un petit peu de culture également, mais le principal axe de notre collaboration avec Aichi, c'est justement le volet économique. Dans ce cadre-là, nous travaillons sur des thématiques aussi diverses que les industries du futur, l'hydrogène et d'autres thématiques. Nous avons déjà eu l'opportunité dans le cadre du programme lancé par la préfecture, d'accueillir au mois de février, je crois, de cette année, une délégation de plusieurs startups japonaises, essentiellement d'Aichi, qui sont venues étudier le système des startups, l'écosystème, l'environnement et tout le système d'aide pour les startups en France, en partie à Paris, mais également chez nous dans notre région. Ceci a donné lieu à des échanges ultérieurs vraiment entre ces startups japonaises, en tout cas certaines d'entre elles, et les acteurs économiques de notre région. Il y a eu également l'envoi en tout cas tentative d'envoi de nos startups en Aichi dans le cadre de ce programme, mais également dans d'autres circonstances. Donc effectivement, ça c'est un volet startup qui est plus particulièrement visé et intéressant pour nos deux collectivités, Aichi et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, nous faisons tout en lien avec, pour ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et nous allons très certainement, dans les années à venir, continuer ces efforts pour rapprocher les entreprises, les PME, mais également les startups dans différents secteurs d'activité, incluant également la santé, bien entendu, au sens large du terme, et les secteurs que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure, mais bon, voilà, tout est ouvert, enfin, là, le champ est vaste, il y a beaucoup de choses à faire entre notre région, qui, je le rappelle, est la première région industrielle de France, et également Aichi, qui occupe pareillement la même place au niveau japonais. Donc de régions, de préfectures, on va dire, très, très industrielles, pas nécessairement au sens très classique ou traditionnel du terme, quoique cela aussi, mais il y a effectivement beaucoup d'efforts pour aller vers les industries du futur, ce qui est un tiroir très vaste où on peut mettre beaucoup de sous-secteurs, mais en tout cas l'approche innovante, progressiste, futuriste presque, est vraiment privilégiée dans le cadre de ce partenariat.
Voilà, je ne serai pas plus longue puisque on a d'autres choses bien plus intéressantes à vous apprendre. Merci beaucoup. Merci Lucina. Je vais maintenant passer la parole à Louis pour, une présentation en détail de ce programme dont on parle aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran un instant, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. J'espère que oui. Oui. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que celle d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour l'organisation de ce webinaire ce matin. Webinaire qui nous permet de vous présenter un programme initié par le gouvernement de la préfecture japonaise d'Haïti, le Haïti Tour for French Startup. Programme qui vise à faire découvrir Haïti aux startups françaises. Alors, tout d'abord, je me présente, donc je m'appelle Louis Anglionin, je travaille pour le gouvernement de la préfecture d'Haïti, et ce depuis août 2023. Depuis mon arrivée, j'ai été affecté à la division des collaborations internationales au sein du département de la création d'entreprises innovantes. Je suis en charge de l'organisation du IT Tour et je ferai également partie de l'équipe qui vous accueillera, qui accueillera les startups sélectionnées sur place. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter la préfecture d'Haïti. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, Haïti, déjà, on prononce avec un T audible avant le CH. Et Haïti est situé en plein centre du Japon, à mi-chemin entre Tokyo et Osaka. Donc, son chef-lieu est la ville de Nagoya. Les trois grandes villes, Tokyo, Osaka et Nagoya, sont reliées par la ligne de train à grande vitesse, le Shinkansen, ce qui place Nagoya à environ 1h30 de Tokyo et à 50 minutes d'Osaka. Il y a aussi une histoire d'un nouveau Shinkansen, le maglev, qui est actuellement en construction et qui permettra de relier Haïti à Tokyo en 40 minutes. C'est carrément ce sont des distances temporelles c'est une centre-ville à banlieue, quasiment. Haïti, donc, est une préfecture réputée pour son industrie manufacturière, donc, qui est la plus importante du Japon. C'est une industrie manufacturière qui a hissé la préfecture à la 3e place des régions les plus riches du pays, juste derrière Tokyo et Osaka. Haïti donc, excelle dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique, de la robotique et de la céramique. La préfecture accueille plusieurs mastodontes industriels dans ce domaine. Donc voilà, je pense que vous reconnaissez certains grands noms, comme Toyota ou Mitsubishi. Donc toutes ces entreprises ont leur siège au sein de la préfecture d'Haïti. Donc Haïti a une industrie manufacturière très importante. Et pour se préparer face aux mutations technologiques donc, susceptibles de bouleverser ces industries phares, la préfecture d'Haïti a décidé d'investir dans l'innovation. Et donc, a lancé en 2018 un plan stratégique axé sur les startups. Donc cette stratégie repose sur 3 piliers. Le premier pilier étant évidemment de favoriser la création de startups et de les aider dans leur développement. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est de familiariser les entreprises locales à tout ce qui tient de l'open innovation pour qu'à terme, ces entreprises puissent elles-mêmes investir soit dans des startups existantes, soit favoriser l'apparition de startups au sein même de l'entreprise. Le troisième pilier de cette stratégie, c'est la création d'un écosystème qui donc puisse réunir tous les acteurs présents au sein de la préfecture et de créer un écosystème qui soit tourné vers l'international. Donc, au cœur de cet écosystème, on a, au sein du graphe que vous avez devant les yeux, un hub. Ce hub, c'est la Station AI. Donc, Station AI, qui est un incubateur de start-up flambant neuf,
qui donc a ouvert en novembre 2024, qui est un bâtiment qui se situe donc au centre de Nagoya, qui fait 23 600 mètres carrés, répartis sur 7 étages, et qui peut accueillir jusqu'à donc 1000 startups. C'est une institution qui a été inspirée du modèle de la station F, et donc qui a pour but d'être vraiment le lieu d'échange entre les industries existantes et les startups de la région. Pour l'instant, on a à peu près 500 startups qui sont présentielles et sur place, et on a, dernière nouvelle, 320 entreprises locales qui sont inscrites, qui sont membres de la session AI. Donc, pour parler très rapidement de la session AI, il y a deux types de membership. Vous avez donc une membership, les membres sur place et les membres à distance. Là, vous avez juste un tableau qui résume très rapidement un peu les différences entre les types de membership. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les membres sur place, il y a 3 types de sièges, hein, donc soit un siège en coworking, soit un siège désigné, soit une salle privatisée. En fonction du type de siège, vous avez évidemment des prix, des loyers qui sont différents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que membre à distance, vous n'avez pas de loyer, donc c'est complètement gratuit. Vous pouvez postuler. Il y a une sélection évidemment, mais si vous êtes retenu, vous pouvez accéder à tous les événements en ligne organisés par la station AI, mais aussi par les membres de la station AI. Donc, c'est-à-dire participer à tous les événements de coworking, de networking organisés par Toyota ou d'autres membres. Donc, ça peut être très intéressant. Voilà, si vous voulez regarder ça, il y a un site web, un QR code. Hop, ça reprend un peu ce que je viens de dire. Donc, il y a 3 types de sièges. Voilà, c'est vraiment le centre névralgique de l'écosystème de Haïti. Et donc, pour revenir un peu à nos moutons, la préfecture d'Haïti vous propose donc de participer à un tour d'une semaine pendant lequel vous pourrez découvrir donc, les différents organismes et entreprises qui composent l'écosystème japonais de l'innovation. Et ce tour, c'est l'Haïti Tour for French Startups, le tour que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est un programme qui est amorcé par la préfecture d'Haïti et qui se fait en lien avec donc Deloitte Tomatsu. Donc Deloitte Tomatsu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet d'audit, hein, de conseil. Et donc pendant ce tour, vous serez entre les mains des équipes japonaises de Deloitte Tomatsu, qui sont donc des spécialistes de l'innovation et qui participent grandement dans tous les projets en lien avec l'innovation dans la préfecture. Donc, en gros, vous avez une semaine pour rencontrer les acteurs locaux. Donc, au programme, on va avoir plusieurs sessions. Donc, un programme de peaufinage de pitch. On va avoir des sessions d'orientation pour se familiariser au mode de business japonais. On va avoir des rendez-vous avec des entreprises locales. On va aussi avoir la participation à des événements locaux qui sont donc en lien avec l'innovation. Nous avons préparé des réunions une fois que les startups seront sélectionnées. Nous aurons des réunions en ligne pour connaître un peu les besoins de chaque startup, chaque participant. Et le programme, donc les différentes sessions qui composent ce programme seront organisées en fonction des profils des participants. Donc c'est un tour qui est très personnalisé. Donc c'est vraiment une super opportunité de venir découvrir vraiment cet écosystème qui est en train de se construire à Haïti et dans lequel après le gouvernement met beaucoup d'énergie. Voilà, juste un petit retour sur l'édition de l'année dernière, qui était la première édition. 2025, on aura la deuxième édition. Édition 2024, on a eu 3 startups françaises qui sont donc venues à Nagoya, à Haïti. Donc, on a eu Luna, Aptero et Circular Place. Ces 3 startups qui sont venues une semaine ont pu rencontrer donc 6 entreprises japonaises
grandes entreprises, hein, Musashi Senitsu, Fuji et Brothers, les grandes entreprises locales qui sont intéressées en innovation et qui ont accepté de nous recevoir. Et également participer à trois événements en lien avec l'innovation, donc Nagoya Connect, Malubeni et Knowledge Venue qui est organisé par une entreprise de news, hein, c'est un journal, c'est un grand journal de la région. Donc cette première édition s'est extrêmement bien déroulée, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Voilà, on a eu d'excellents retours et c'était très intense, le planning était très, très dense, mais ça s'est très bien déroulé. On a pu, enfin, moi personnellement, j'ai passé un très bon moment avec tout le monde. Pour cette année, juste un petit preview de comment le tour va se dérouler. Donc d'abord, il y a évidemment les inscriptions. Donc les candidatures sont ouvertes depuis le 2 juin et durent jusqu'au 4 juillet. Donc il y a un site web sur lequel vous pouvez postuler. Une fois que les candidatures seront fermées, il y aura une phase de sélection pendant tout le mois de juillet et on aura les résultats seront donnés le 1er août. Ensuite, on aura donc cette phase de préparation où on sera en contact directement avec les startups sélectionnées pour voir un peu quels seront leurs besoins et quelles sont leurs attentes. Le tour lui-même, cette année, aura lieu du 27 au 31 octobre, donc une semaine. Une fois ce tour terminé, nous aurons donc une phase de suivi pour être sûr que les rencontres qui ont eu lieu pendant le tour, qu'il y ait un lien qui se crée pour vous aider à envoyer les emails et à vous préparer pour le rythme si particulier des entreprises japonaises. D'un point de vue financier, en fait, il y a déjà le tour est gratuit, le programme est gratuit. Les frais d'hébergement et d'interprétation sont pris en charge à hauteur de 1 200 € par startup. Il y a 2 personnes par startup qui peuvent participer au tour. Par contre, il y a des frais à la charge des startups, c'est-à-dire que le billet d'avion et les déplacements au sein du Japon ne sont pas pris en charge. Et aussi, les frais de nourriture sont à la charge des participants. Juste, quel type de startup nous recherchons? Eh ben, c'est simple, nous recherchons des startups donc ayant un fort intérêt pour le marché japonais, donc qui doivent être en mesure de présenter au moins une preuve de concept ou un produit ou un service qui démontre un avantage. Voilà, par rapport à la concurrence, que ce soit quelque chose d'un peu innovant. Il y a 3 critères non négociables qui sont, donc ce doit être des startups françaises, donc un siège social ou un bureau situé en France. Tous les participants doivent être capables d'avoir un niveau anglais, donc de parler anglais à un niveau professionnel. Ça aide. Moi, je serai avec vous, donc il y aura un français. Vous pourrez parler français si jamais il y a un souci, mais pour parler directement avec les entreprises japonaises, il faut au moins parler anglais. Et aussi, donc tous les participants doivent occuper un poste de décisionnaire. Ça aide aussi, encore une fois, pour les discussions business. Si vous ne pouvez pas prendre de décision pour votre startup, c'est un peu embêtant. Donc, nous recherchons particulièrement des startups impliquées dans le domaine d'intérêt majeur pour les entreprises de la préfecture d'Aichi. C'est-à-dire qu'on a un cluster d'industrie manufacturière. Donc, si vous avez une bonne synergie avec ces industries-là, vous aurez peut-être plus de chances d'être sélectionné. Ces domaines, les domaines d'intérêt pour les industries d'Aichi ce sont les domaines de la durabilité, de l'économie circulaire, les véhicules électriques ou la santé. Mais l'innovation arrive là où on ne l'attend pas. Donc, effectivement, des startups qui ne rentrent pas dans ces domaines-là peuvent tout de même postuler si elles pensent pouvoir avoir des affinités avec les entreprises sur place. Donc, n'hésitez pas à postuler, même si vous ne rentrez pas dans les catégories mises en avant sur ce slide. Voilà. Donc, un site web pour postuler qui s'affiche, donc vous pouvez rejoindre via le QR code qui s'affiche sur le slide sur votre écran. Vous aurez donc accès au site web qui présente un peu le tour. Vous aurez aussi plus d'informations sur
l'édition précédente. Donc, n'hésitez pas à consulter. Et voilà, la période d'application, les candidatures sont actuellement ouvertes. Donc, vous avez jusqu'au 4 juillet pour postuler sur le formulaire en ligne. Voilà, dernière information. Donc, nous visons à peu près 5 startups pour participer au tour. Donc, ça reste quand même assez intimiste, on va dire, où c'est pas un grand groupe et on va vraiment être derrière vous. Enfin, derrière vous. On va être là pour vous et pour soutenir votre projet. Donc, n'hésitez pas à participer. Bon, je fais partie de ceux qui l'organisent, mais en tant que Français, je pense que c'est vraiment ce tour, ce programme est vraiment une opportunité en or pour les startups qui veulent découvrir un peu enfin, qui s'intéressent au Japon et qui veulent découvrir la région d'Aichi, parce que ça va vraiment être une opportunité de voir tous les acteurs importants de la région et vraiment d'avoir ce premier contact qui est si important dans le business au Japon. Donc n'hésitez pas, voilà, je vous attends. Donc ça s'arrête là pour ma présentation. Je crois que je suis un peu en avance, mais ça devrait le faire. Nous avons aujourd'hui, hop, je vais arrêter l'écran. Nous avons aujourd'hui Monsieur Lucas Poignant qui a participé à l'édition 2024 et va nous faire un petit feedback. Je te laisse la parole, Lucas. Ça marche. Merci beaucoup, Louis. Donc, Lucas Poignant, je suis directeur de la transformation chez Circular Place. En quelques mots, Circular Place, on fournit une plateforme pour faciliter le réemploi de produits non alimentaires avec la vente, le don et le prêt. Tout ça dans une logique d'économie circulaire et destination des entreprises et des associations. Dans le cadre de l'internationalisation de Circular Place, on a candidaté, on a eu la chance d'être sélectionné par la préfecture d'Aichi pour participer à ce premier tour d'Aichi en novembre 2024. Hein, donc, comme l'a expliqué Louis, sur une semaine assez intense et très, très enrichissante. Donc déjà, pourquoi on a candidaté on est dans une logique d'internationalisation. On est intéressé par le marché asiatique et donc c'était une opportunité de comprendre le marché japonais et de pouvoir très concrètement tester notre produit, parce qu'on est quand même sur un produit assez tech dans l'innovation, dans l'économie circulaire, de tester notre produit et de savoir de quelle manière il faudrait l'adapter d'un point de vue technique, culturel et autres, marketing, pour s'implanter au Japon. Et enfin, bien sûr, c'était l'opportunité pour nous de créer des premières connexions avec l'écosystème industriel local. Et comme l'a montré Louis, on est une région à Aichi qui est très riche, avec beaucoup de grandes entreprises du tissu automobile notamment. Alors, comment ça s'est passé pendant le tour? Donc, on était hébergé à Station AI, qui est vraiment une infrastructure top, comme un peu la Station F à Paris. Alors, Circular Place, c'était à Station F aussi, donc on a pu comparer les deux. Vraiment, Station AI est très bien en termes d'infrastructure. Et ce qui était bien, c'était qu'on était directement sur place, donc on avait accès directement aux startups pendant toute la semaine. Sur l'accompagnement, donc on a eu un accompagnement avant de partir, hein, comme l'a évoqué Louis. Donc tout était ultra personnalisé pour nous. Donc quand on est arrivé, tout était déjà pré-calibré. Et on a eu différentes présentations sur macro, économique, sur le pays, micro, sur la région, et également les formalités administratives si on souhaitait s'implanter localement. On a été également accompagné par Deloitte en parallèle, qui nous a aidé beaucoup sur la partie purement business pour adapter notre discours, nos supports de présentation. À savoir que toutes les présentations sont faites aussi avec un traducteur pour les entreprises. Donc, on avait toujours un traducteur avec nous pour les réunions avec les entreprises. Et tous nos supports avaient été traduits en japonais directement. Donc, un bon accompagnement là-dessus.
Et on a eu ces trois événements durant la semaine avec quelques retombées presse et donc une bonne visibilité pour nous avec des bons contacts. On a eu des rendez-vous très intéressants, notamment avec Fuji, Browser, Musashi et d'autres, avec des échanges concrets et des discussions très ouvertes. Et l'avantage, c'est qu'on avait vraiment accès, on était dans les sièges sociaux avec les bonnes personnes, les accès directs aux bonnes personnes qui s'occupent de ces sujets. Et ça nous a d'ailleurs permis d'avoir des contacts très utiles avec les équipes européennes de ces groupes multinationaux. Et donc, ça a été très, très bien pour nous. Donc, ce que ça nous a apporté également, donc un apprentissage aussi de mieux comprendre, mieux appréhender le marché japonais, à adapter notre discours, nos supports à ces interlocuteurs et de créer donc des opportunités commerciales avec nous sur lesquelles on a encore des discussions aujourd'hui, plutôt sur l'Europe, parce que sur la partie économie circulaire, le marché japonais est peut-être un petit peu en retard par rapport à l'Europe, mais comme ces groupes sont présents également en Europe, là on a des discussions avec ces groupes plutôt sur le marché européen. Donc je dirais sur les points forts à retenir, donc j'ai toute la personnalisation pour les startups. Donc on était 3 startups l'année dernière. On a eu vraiment un super accueil et une très bonne organisation. Je remercie encore Louis pour toute l'énergie passée avant et pendant la semaine. C'est vrai que c'était assez intense. Et merci également à Deloitte qui nous a aidés également là-dessus. C'était assez intense et ça nous a permis vraiment de créer des opportunités business réelles. Donc, je recommande à toutes les startups qui ont envie de s'implanter au Japon et envie de comprendre ce marché japonais, et ça peut être une vraie opportunité pour elles. Merci Lucas. Merci. Merci à vous pour la présentation de ce programme qui est très concrète et très claire. Je pense que les startups comprendront l'intérêt de participer à ce tour-là. Et on va passer à la prochaine intervention qui est donc Julie Hervé de l'INPI. On a voulu raccrocher ce petit bout-là. C'est un programme qui est dédié aux startups et donc on pensait que c'était important de rappeler comment protéger les innovations des startups. Et Julie va donc nous faire un petit panorama sur le Japon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être ici et de pouvoir vous parler de propriété intellectuelle aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc le temps que ça charge, peut-être effectivement 2 mots pour me présenter. Julie Hervé, donc moi je suis conseillère propriété intellectuelle à l'ambassade de France au Japon. Je représente l'Institut national de la propriété industrielle au Japon, mais aussi en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je vais vous présenter peut-être très rapidement, je pense que vous devez voir mon écran maintenant, très rapidement, qui est l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, donc qui est l'Office français de propriété intellectuelle, qui a un certain nombre de missions, notamment les missions d'examen et de délivrance des titres de propriété industrielle que sont le brevet, la marque, les dessins et modèles, mais aussi des indications géographiques notamment. On a un rôle de sensibilisation, d'information, de formation à l'enjeu de la propriété intellectuelle, surtout pour les entreprises, dans l'idée de leur faire comprendre, de faire comprendre à toutes les entreprises innovantes, qu'elles soient start-up ou on accompagne également certaines ETI, l'importance de la propriété intellectuelle comme outil que l'on peut mettre au service de la stratégie de développement de l'entreprise. Donc, c'est très important, surtout pour les startups, que de prendre conscience des enjeux de la propriété intellectuelle et du formidable outil qu'il représente pour sécuriser donc l'innovation et favoriser son développement. Donc l'INPI, voilà, vous voyez sur cette slide l'ensemble des missions.
Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est le fait que l'INPI a un réseau international. Donc, l'accompagnement des entreprises, notamment, se fait à l'échelle nationale, mais aussi vers l'international, puisque la propriété intellectuelle est un sujet très, très important lorsque une entreprise souhaite s'internationaliser, puisqu'il va falloir faire un certain nombre de démarches, notamment pour étendre la protection dont bénéficie peut-être l'entreprise en France ou en Europe. Et donc, l'INPI a depuis quelques années maintenant, et quand je dis quelques, c'est presque une trentaine, développé un réseau international composé de 9 conseillers qui sont présents un petit peu partout dans le monde, comme vous le voyez donc sur cette slide, avec à chaque fois des zones de couverture, des zones géographiques couvertes qui sont un petit peu vastes. Je passe assez rapidement, pardon. Mais je voulais vous dire quand même quelques mots sur les missions de ce réseau international de l'INPI. Évidemment, nous avons une mission de coopération institutionnelle. Nous représentons l'Office français de propriété intellectuelle. Nous avons pour objectif de faire vivre et d'animer la coopération que cet office entretient avec les offices de propriété intellectuelle d'autres pays, notamment pour le Japon, le Japan Patent Office. Mais à côté de cette mission de coopération institutionnelle, nous avons donc d'autres missions, notamment une mission très importante dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui est la mission d'accompagnement des entreprises. C'est un vrai sujet d'importance pour l'INPI. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit sur la première slide de présentation, mais vous le savez peut-être si vous avez créé votre structure récemment. Mais aujourd'hui, l'INPI est l'opérateur du guichet unique des formalités d'entreprise. Donc, toute formalité de création, modification ou cessation d'activité d'une entreprise se fait auprès de l'INPI. Donc, nous avons un lien très fort qui est un lien historique d'abord par la propriété intellectuelle, mais qui s'est élargi récemment, et un lien très fort avec les entreprises et d'une manière générale tous les innovateurs. Et donc, nous avons au fur et à mesure des années développé toute une gamme de prestations d'accompagnement des entreprises à l'échelle nationale tout d'abord, et donc le réseau international de l'INPI est là pour prolonger cet accompagnement pour les entreprises qui donc vont à l'international. L'accompagnement des entreprises, c'est souvent un accompagnement qui est à la fois préventif. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec les entreprises avant leur internationalisation. Donc, pour comment dire, les sensibiliser et les familiariser avec l'environnement de propriété intellectuelle de tel ou tel pays. Mais on peut également intervenir pour accompagner des entreprises qui sont déjà présentes dans certains pays et qui rencontrent des problématiques spécifiques ou qui ont des besoins particuliers. Et puis, bon, évidemment, l'INPI s'implique fortement sur la lutte contre la contrefaçon, la promotion du savoir-faire français. Nous avons également une mission de veille qui est très importante. Nous sommes ici pour comprendre les évolutions de l'environnement de propriété intellectuelle, analyser les changements, et ça de manière à évidemment faire vivre la coopération institutionnelle et accompagner les entreprises. Voilà, j'en ai fini de la présentation de l'INPI. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus précisément de ce qu'est la propriété intellectuelle au Japon, pour vous donner un petit peu quelques clés de compréhension de cet environnement, de ce qu'il faut en attendre, et vous donner un petit peu quelques réflexes ou bonnes pratiques à adopter si le Japon vous intéresse dans votre internationalisation. Il faut savoir que le Japon est un pays puissant en matière de propriété intellectuelle. C'est le 3e plus gros déposant de brevets notamment. Donc il est assez en avance sur l'innovation technologique et sur la pratique de dépôt pour protéger ces innovations technologiques. Donc il reçoit à lui seul 8,4% des dépôts de brevets dans le monde, hein. C'est vraiment une part très importante. Avec une forte concentration de dépôts, même de dépôts de résidents sur le Japon par rapport à la population totale. C'est pas un pays qui est extrêmement bien placé dans le Global Innovation Index, qui est le classement, l'indice mondial de l'innovation, mais il occupe une place tout à fait honorable, hein, 13e position. Et avec notamment un certain nombre de points forts. Donc, à côté de sa culture forte du dépôt de titres dont je parlais en disant que c'est le premier déposant mondial de brevets, le Japon est également
le pays dans lequel se trouvent 3 des 100 plus grands pôles scientifiques et technologiques du monde, donc, dont le premier pôle qui est celui de Tokyo-Yokohama. Donc on voit quand même que voilà, l'innovation, elle est bien présente et surtout les Japonais savent très bien la protéger. Voilà, cette slide reprend un petit peu les mêmes éléments, mais vous donne quelques informations complémentaires sur les domaines technologiques dans lesquels les déposants japonais de brevets, notamment, donc qui visent à protéger l'innovation technique ou technologique, déposent particulièrement. Vous voyez sur cette slide les 5 domaines technologiques qui sont préférés pour les dépôts de brevets, machinerie électrique, technologie informatique, transport, semi-conducteurs et instruments de mesure. Donc ça, c'est des domaines, si votre start-up exerce dans un de ces domaines-là, il faut savoir, avant de venir au Japon, que vous aurez une très forte concentration de dépôts dans ces domaines, puisque, encore une fois, les Japonais déposent beaucoup dans ces domaines technologiques. Donc ça peut avoir un impact sur votre stratégie, j'y reviendrai. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cadre de protection de la propriété intellectuelle au Japon, il est tout à fait conforme aux standards internationaux. La protection, elle fonctionne bien. Les autorités japonaises accordent beaucoup d'importance à la propriété intellectuelle et donc ont adopté et mis en place un cadre qui fonctionne globalement très bien et qui est très favorable aux investissements et aux investisseurs étrangers. C'est perçu par les autorités locales comme un outil qui est réellement stratégique. Donc, il y a une stratégie qui est adoptée chaque année. Les lois, les règlements sont régulièrement amendés, améliorés, optimisés. Et surtout, les autorités japonaises encouragent énormément les innovateurs japonais à déposer. Et c'est notamment très vrai ces dernières années vis-à-vis des PME. Donc, les autorités cherchent à amener les petites entreprises aussi à utiliser les dépôts de brevets, les dépôts de marques pour sécuriser leurs innovations, à la fois à l'échelle japonaise, sur le territoire japonais, mais aussi à l'international pour accompagner leur internationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour vous et qu'est-ce que ça veut dire pour la stratégie à adopter lorsque vous viendrez ou si vous envisagez de venir au Japon? D'abord, quand on dit du Japon que c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de dépôts, de brevets, de dépôts de marques, ça veut dire qu'il faut d'abord, avant d'arriver au Japon, s'assurer de la liberté d'exploitation. Il y a un premier point, alors c'est vrai quand on parle de propriété intellectuelle, on pense souvent à cet outil juridique qui permet de se protéger, de protéger ses propres innovations. Mais c'est aussi, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, on n'a surtout pas envie de se trouver dans une situation où on va enfreindre soi-même des droits de tiers. Et donc, quand on arrive dans un pays comme le Japon où il y a beaucoup de dépôts de brevets, c'est important de regarder si, on n'a pas, de brevets ou de marques déjà déposées qui nous empêcheraient nous-mêmes, d'exploiter, l'invention ou son propre nom de marque, au Japon. Ensuite, il faut se poser la question, une fois qu'on est sûr, voilà, que le terrain, qu'on ne risque pas d'enfreindre les droits de tiers, il faut se poser la question, bon, bah, comment est-ce que moi je vais me protéger? Donc là, il faut savoir que, si vous avez déjà des protections et j'y reviendrai un petit peu plus dans le détail dans les slides suivantes, mais si vous avez déjà des protections, en France ou en Europe, vous avez la possibilité de les étendre au Japon, et parfois, vous avez même des délais de priorité qui vous permettent de faire une extension tout en bénéficiant d'une date initiale de dépôt. Ça, c'est un mécanisme qui est très, très important. Je ne l'explique pas dans le détail peut-être, dès maintenant, mais gardez en tête ce sujet des délais de priorité. Si vous avez déjà fait des dépôts en France, ça peut vous être très utile au Japon si on est dans les délais qui sont assez courts, hein. C'est 6 mois pour une marque, 1 an pour un brevet, mais si on est dans ces délais, il faut absolument s'en servir. C'est un outil formidable. Quand on parle de se protéger au Japon, il faut évidemment essayer de se dire, que l'on va adapter sa stratégie de protection au Japon. Hem Le Japon, est un pays avec ses spécificités.
il faut essayer de réfléchir à la stratégie qui correspondra le mieux au territoire qu'il est. On peut se poser la question de comment est-ce qu'on va déposer. Est-ce qu'on va déposer par exemple par la voie nationale, par la voie internationale? Tout pour ça, on a besoin de comprendre un petit peu comment fonctionne l'office japonais par exemple. Important de se poser la question aussi de l'anticipation, des délais. Garder en tête les délais, c'est très important en matière de propriété intellectuelle. Un point qu'il ne faut absolument pas oublier non plus quand on parle de protéger et sécuriser sa propriété intellectuelle, c'est les contrats. Comment est-ce que vous allez travailler avec d'éventuels partenaires? Est-ce que, au moment où vous allez, commencer à dialoguer avec des prospects, est-ce que vous êtes bien sûr que vous êtes couvert par la confidentialité? Quand vous décidez d'entrer en relation, partenariale, qu'est-ce que vous mettez dans des contrats que vous devez absolument avoir des contrats écrits, signés, avant même le début d'une coopération, d'une collaboration? Tout ça, c'est extrêmement important, il faut absolument pas l'oublier. Et donc, ce que l'on recommande systématiquement, et vous le verrez sur chacune de mes slides suivantes, c'est d'identifier absolument les experts qui peuvent vous accompagner. Alors évidemment, les services de l'État comme les services que propose l'INPI et donc concrètement des échanges avec nous sur votre stratégie. Si vous avez des questions spécifiques, on peut faire des points individualisés. Mais aussi, une fois qu'il faut rédiger un contrat, procéder à un dépôt de marque, on recommande très fortement de passer par des cabinets qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous représenter dans les démarches, des cabinets de conseil ou d'avocats. Ça, c'est très important pour vous assurer que votre protection, elle est solide, elle est bien ficelée et qu'on n'a pas laissé de failles. Dans les slides suivantes, à partir de celle-ci, je vais vous présenter un petit peu, par typologie de protection, comment est-ce que l'on peut, procéder, quelles sont les bonnes questions à se poser. On va commencer par la marque. La marque, vous le savez certainement, c'est ce titre de propriété industrielle qui va servir à protéger tous les éléments de communication de l'entreprise, ou en tout cas presque tous, y compris donc le nom de l'entreprise, son logo, le nom des produits. Et donc ça concerne absolument toutes les structures, quel que soit le domaine d'activité, parce que le nom de l'entreprise, ou votre logo, c'est ce sur quoi vous allez capitaliser votre image de marque. Donc c'est très important de le sécuriser, s'assurer que personne ne puisse le reprendre et l'exploiter à votre place. Quand on parle de dépôt de marque au Japon, il faut savoir que le Japon applique le principe du premier déposant. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon-là? Ça veut dire que la marque est délivrée au bénéfice de la première personne qui en fait la demande. Donc, il faut absolument essayer d'anticiper un peu la demande, être sûr qu'il n'y a pas déjà de droit antérieur qui pourrait être bloquant, et faire le dépôt suffisamment tôt en plus, puisque les droits vont naître à compter de la date d'enregistrement. Donc, il peut s'écouler plusieurs mois entre le dépôt et l'enregistrement. Donc pour avoir une protection au moment où vous arrivez au Japon, c'est important d'essayer d'anticiper un petit peu la démarche. À nouveau, je ne reviens pas sur des points que j'ai abordés sur la slide précédente, mais vous pouvez bénéficier et revendiquer un droit de priorité dans un délai de 6 mois qui suit un dépôt en France. Et puis voilà, pensez à adapter votre stratégie au Japon. Est-ce que vous déposez par la voie nationale, internationale? Est-ce que vous souhaitez traduire votre nom en katakana et le déposer à titre de marque? Tout ça, c'est possible. Donc, il faut voilà, se poser les questions au moment où vous faites la formalité. Parlons maintenant de brevet. Le brevet, j'en ai parlé un petit peu déjà dans cette présentation parce que c'est souvent un moyen de mesurer le niveau d'innovation d'un pays ou d'une entreprise, c'est sa capacité à déposer des brevets. En réalité, ça donne une image qui est extrêmement technique et technologique puisque le brevet a vocation à protéger une innovation technique. Si vous êtes dans un domaine où vous avez mis au point des développements techniques, vous êtes peut-être concerné par le dépôt de brevet. Si vous avez fait des dépôts de brevets en France, il faut absolument savoir que cette protection, elle est territoriale, elle ne vous couvre pas forcément au Japon, donc il va falloir absolument étendre la protection au Japon, avec une condition qui est très particulière pour le brevet, qui est que si vous souhaitez protéger votre invention au Japon, elle doit être absolument nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été divulguée auparavant, sauf si vous avez fait un premier dépôt ailleurs dans le monde et que vous pouvez revendiquer dans un délai de 12 mois une priorité.
Donc, les questions de délai, de date de dépôt, de date d'extension sont très, très importantes en matière de brevet. Donc, pensez-y absolument si vous êtes dans un domaine qui est un domaine technique. Sachez que si vous souhaitez étendre une protection par le brevet au Japon, il existe un accord de coopération entre l'Institut national de la propriété industrielle et le Japan Patent Office, donc le JPO, l'office japonais, que l'on appelle programme de PPH. Encore une fois, c'est un petit peu un jargon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les offices se sont mis d'accord pour reconnaître le travail d'examen préalablement effectué par le premier office qui reçoit un dépôt. Concrètement, si vous déposez un dépôt de brevet auprès de l'INPI, vous pouvez demander à accélérer la procédure d'examen au Japon grâce à cet accord. Donc là encore, ça offre un outil assez formidable pour accélérer les procédures et accélérer l'obtention de droits de brevets sur le territoire japonais. Donc pensez-y. Posez-vous éventuellement également la question du modèle d'utilité si vous avez des innovations techniques qui risquent d'être rapidement obsolètes, par exemple, puisque le modèle d'utilité, à la différence du brevet, confère une durée de protection un petit peu plus courte, 10 ans au lieu de 20 ans pour le brevet d'invention. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais si vous le souhaitez par la suite, n'hésitez pas à me recontacter ou poser des questions à la fin de la présentation. Mais voilà, important de se poser la question de qu'est-ce que c'est, de savoir que ça existe également et que ça peut être une alternative. Pensez au contrat, si vous avez des brevets ou si vous faites de l'innovation ou de la R&D avec un partenaire au Japon, et que ça peut amener à des dépôts de brevets. Très, très important de gérer tout ça via des contrats en anticipant au maximum tous les scénarios possibles. Et puis enfin, j'ai fait un petit point logiciel parce que il n'est pas rare de voir des startups qui travaillent dans ce secteur-là. Alors la question de comment est-ce qu'on protège un logiciel? Eh bien, au Japon, c'est en principe comme en France, c'est-à-dire qu'on protège par la voie du droit d'auteur. Donc en principe, pas de dépôt obligatoire pour obtenir une protection. En revanche, il y a un intérêt à faire des dépôts à titre probatoire, tout d'abord, pouvoir prouver la titularité du logiciel et puis ensuite, parce que si vous faites des dépôts au Japon, vous pouvez aussi bénéficier de solutions d'entiercement, ce qui peut être très utile ensuite dans votre développement commercial. Bon, je vois que l'heure passe, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais encore une fois, si certains d'entre vous ont des questions particulières sur le logiciel, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Vous avez ici mes coordonnées si vous avez besoin ou si vous souhaitez aller un petit peu approfondir ce sujet de la propriété intellectuelle au Japon. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour toute question. Parfait, merci Julie pour cette présentation. Donc voilà, l'idée c'était de vous brosser un petit panorama, un petit rappel sur n'oubliez pas de penser à la propriété industrielle et intellectuelle. C'est des choses qu'il faut anticiper, qu'il faut préparer avant de s'internationaliser. Et vous avez les chargés d'affaires qui sont en région, qui sont à votre disposition pour parler de votre stratégie globale et les référents dans les pays voilà, que vous pouvez contacter pour poser quelques questions qu'elles soient. Ils sont tous à votre disposition. Donc, merci à tous pour ces interventions. On va passer en phase de deux questions. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro. Voilà, c'est un petit moment d'échange. Donc, profitez de la présence de nos intervenants pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vais peut-être lancer la première question que j'ai à poser à Louis. Est-ce que sur cette année, le programme 2025, il y aura également des événements qui seront prévus comme sur l'édition 2024? Est-ce que ça sera les mêmes ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Il y aura des événements, il y en aura. Est-ce qu'il y aura les 3 mêmes que l'année dernière? Comme ce n'est pas nous qui les organisons à proprement parler, c'est une question de timing et une question de est-ce que les organisateurs vont le faire cette année aussi. Donc c'est encore un peu tôt pour en parler, mais il y aura des événements. Un ou des Ok, événements. parfait.
Ok, mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de questions. De toute façon, on enverra les présentations à toute personne intéressée, aux participants et aux personnes qui sont intéressées. Le webinaire a été enregistré, donc il sera visionnable à nouveau pour ceux qui veulent aussi repasser sur les détails. Et puis voilà, nous sommes tous à votre écoute pour toute question et on espère qu'il y aura des entreprises régionales qui participeront à ce programme, qui est vraiment une opportunité en or, comme le disait Louis, pour aller découvrir l'écosystème japonais, éventuellement s'implanter là. Alors Je oui, vais... Oui. si je peux juste rajouter un petit Mm. mot à ce sujet. Mm. La préfecture d'Haïti, le gouvernement de la préfecture d'Haïti a, comme l'a dit Lucina, un mémorandum avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes est un partenaire. Donc ça rentrera en jeu lors de la sélection. Voilà, donc n'hésitez pas à postuler. On prendra en compte et n'hésitez pas aussi, enfin je crois que c'est dans le formulaire, mais de me dire d'où vous venez et ça sera pris en compte lors de la sélection. Évidemment, on ne vous garantit pas que vous serez les startups prises, mais c'est un facteur. Ça marche, ça fait des points bonus, on peut peut-être le dire comme ça. Exactement. Parfait, mais écoutez, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de présenter ce programme-là et d'avoir fait un focus sur l'INPI. Je vous souhaite une bonne soirée au niveau Japon, une bonne journée côté France et, euh, et j'espère voilà, que vous postulerez si vous êtes intéressé à ce programme. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.